KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Cité la plus misérable du Maroc. La tribu des Riata la pillait perpétuellement. Toujours en armes, encombrant les ruelles et les places, s'ils trouvaient quelque objet ou quelque bête de somme qui leur convint, ils s'en emparaient, et il n'y avait contre eux aucun espoir de justice. Il est difficile d'exprimer la terreur dans laquelle vit la population. Aussi ne rêve-t-elle qu'une chose, la venue des Français. Que de fois ai-je entendu les musulmans s'écrier: quand les Français entreront-ils? Quand nous débarrasseront-ils enfin des Riata? Quand vivrons-nous en paix, comme les gens de Tlemcen? Et de faire des vœux pour que ce jour soit proche. L'arrivée n'en fait point de doute pour eux, ils partagent à cet égard l'opinion commune à une grande partie du Maroc oriental et à presque toute la haute classe de l'Empire. C'est froux et florissante, au contraire, pleine de maisons bien bâties en briques et blanchies. Les voyageurs s'y promènent dans des jardins immenses et merveilleux. Grands bois touffus dont le feuillage épais répand sur la terre une ombre impénétrable et une fraîcheur délicieuse. Ces excursions achevées, le terrible chemin étant ouvert enfin, l'explorateur peut gagner Meknès et de là Bou el Djad où il arrive le 6 septembre. Ici, ni sultan ni Magzen, rien qu'Allah et Sidi Ben Daoud. Ce grand personnage, à peine l'a-t-il vu, témoigne au rabbin Joseph Aleman des égards tout à fait singuliers. La reconnaissance au Maroc n'y fait aucune allusion. Mais dans la 3e note manuscrite que j'ai annoncée, Charles de Foucault raconte tout au long l'aventure émouvante qui lui advint dans la ville de Bou el Djad. J'arrivai à Bou el Djad escorté par un petit-fils de Sidi Ben Daoud. Le Cid m'avait envoyé ce protecteur distingué après avoir reçu une lettre d'un grand seigneur de Fas, son ami le Hadj Tibksous. Pour faire honneur jusqu'au bout à cette recommandation, il me donna audience dès mon arrivée dans sa ville. Mardoché et moi-même fûmes reçus et interrogés séparément. Nous nous présentâmes comme 2 rabbins de Jérusalem, établis depuis 7 ans à Alger. À peine sortis de la demeure du Cid, nous vîmes un musulman, assis au milieu d'un groupe, nous faire signe d'approcher. Celui qui nous appelait était le second fils de Sidi Ben Daoud, Sidi Omar. Il nous introduisit chez lui et se mit à poser des questions sur l'Algérie. Pendant ce temps, le Cid faisait venir les principaux Israélites de la ville, leur commandait de nous bien recevoir et désignait l'un d'eux pour nous donner l'hospitalité en son nom. Ces 2 audiences, tant de soins de notre installation, étaient des faveurs extraordinaires. Le lendemain de mon arrivée, je reçois la visite d'un fils de Sidi Omar, Sidi El Hadj Edris. C'est un jeune homme de 25 ans, très beau, bien que mulâtre. Il est grand, bien pris, ses mouvements sont souples et gracieux, sa figure intelligente, vive et gaie. Le titre de Hadj, de l'esprit, de l'instruction, une belle mine, ont fait de lui un des membres les plus considérés de la famille de Sidi Ben Daoud. Il vient, dit-il, voir si nous ne manquons de rien. 3 ou 4 musulmans l'accompagnent, on cause une demi-heure de choses et d'autres, nos visiteurs montrant une affabilité extrême. En nous quittant, Sidi Edris demande si nous avons vu les rabbins de Bou el Djad. Pas encore. Qu'ils viennent ou ne viennent pas, que vous restiez ici plusieurs jours ou plusieurs mois, soyez les bienvenus 1000 fois. Que signifient de telles prévenances sans exemple pour des Juifs? Je ne tardai pas à le comprendre. 2 choses furent remarquables pendant les 4 jours suivants. D'une part, les fréquentes visites, l'excessive amabilité des parents du Cid, qui s'efforçaient de me mettre en confiance et de me faire parler. De l'autre, un espionnage ouvert des Juifs qui surveillaient mes moindres démarches, mettaient le nez sur mon calepin dès que je voulais écrire, se jetaient sur mon thermomètre aussitôt que je le touchais,
étaient grossiers et insupportables. Ces deux procédés étaient trop accentués pour que la cause ne s'en devinât pas. Quelque indice avait dû faire soupçonner à Sidi Ben Daoud ou à son fils Sidi Omar ma qualité de chrétien. Pour s'éclairer, les marabouts avaient résolu de me faire espionner par les Juifs et en même temps de m'examiner eux-mêmes. Il était évident que depuis 4 jours, on poursuivait cette recherche. Le 11 septembre, 6e jour depuis mon arrivée, un esclave de Sidi Edris entre chez moi dans la matinée et me dit de le suivre avec Mardoché chez son maître. Il nous introduit dans une maison de la Zaouïa. Nous nous attendons à de nouvelles questions. Point. Aussitôt que nous sommes assis, on apporte à déjeuner. Thé, pâtisserie, beurre, œufs, café, amandes, raisins, figues sont placés sur des plateaux éblouissants. Sidi Edris m'offre de la limonade et s'excuse de n'avoir ni couteau ni fourchette. Il mange avec nous, ce qui est une faveur inouïe. Et faisant beaucoup de frais, nous raconte qu'il connaît Tunis, Alger, Beaune, Bougie, Philippeville, Oran, qu'il a visité en revenant de la Mecque. Au bout de 2 heures, nous sommes congédiés et un esclave nous reconduit à notre domicile. Mes relations deviennent de jour en jour plus intimes avec Sidi Edris et son père. Le 13 septembre, à midi, je suis appelé avec Mardoché chez le premier. Un déjeuner nous attend encore. Sidi Edris le partage avec nous. Comme je lui parle de mon désir de quitter Bou El Djad, il me répond qu'il m'escortera lui-même. Il est un des plus hauts personnages de sa famille et il ne se dérange que pour des caravanes de 200 ou 300 chameaux. Mais pour mon compagnon et moi, il n'est rien qu'il ne fasse. Nous partirons tous 3 seuls dans quelques jours. Il veut se faire des amis de nous. Nous lui écrirons à notre retour à Alger et il ira nous y voir. Le repas fini, il me conduit à une fenêtre et, montrant la haute chaîne du Moyen Atlas qui borde l'horizon vers le sud, il se met à me la décrire et à me donner sur elle et ses habitants une foule de détails. Pour que je jouisse mieux de ce beau spectacle, il me fait apporter une chaise et une lunette d'approche. Il est inadmissible que tant de caresses soient désintéressées. Où Sidi Edris et son père veulent-ils en venir ? Je ne sais. Cependant, on m'a promis de m'escorter à mon départ de Bou El Djad. Il faut cultiver cette bonne intention. Le jour même, j'envoie à Sidi Edris 20 francs et 3 ou 4 pains de sucre, cadeau convenable pour le pays. Le lendemain, 14 septembre, Sidi Edris nous fait chercher vers le soir pour dîner avec lui sur sa terrasse. Dans la conversation, il répète qu'il voudrait aller à Alger et de là sur le continent des chrétiens. Serait-ce possible ? Rien n'est plus facile, lui dis-je. Le ministre de France à Tanger le fera parvenir à Alger, où je serai tout à son service. Et lui-même, amènerait-il un chrétien à Bou El Djad ? Il ne demanderait pas mieux, pourvu que le chrétien fût déguisé en musulman ou en juif, et que le sultan ne sût rien. Il faudrait que la chose se négociât en secret entre lui et le ministre de France. En ce cas, ajoute Mardoché, les autorités françaises lui feront le meilleur accueil, car elles seront aises d'envoyer des Français reconnaître Bou El Djad, que n'a jamais vu aucun chrétien. Sidi Edris répond en souriant que des chrétiens l'ont visité. Sous le costume de musulman ? Non, sous le costume juif. On ignorait qui ils étaient, mais nous les avons reconnus. Le lendemain matin, nouvelle visite à Sidi Edris. L'entretien devient tout à fait intime. Après ce qu'il nous a dit hier, s'engagerait-il dans une lettre au ministre de France à accueillir et protéger tout Français dans sa ville ? Volontiers, dit-il, et il est prêt à faire une visite au même fonctionnaire pour l'assurer de sa bonne volonté envers la France. Le même jour, nous sommes appelés chez Sidi Ben Daoud. On nous introduit dans une belle salle où 7 ou 8 marabouts de la famille du Cid sont assis autour de lui sur des tapis. On nous fait asseoir et de petites négresses de 8 à 10 ans nous apportent des tasses de thé et des palmères. Lorsque nous avons joui pendant une demi-heure de la vue du saint, on nous congédie avec des paroles bienveillantes et lui-même nous dit que Dieu vous aide.
En sortant, nous sommes rejoints par Sidi Omar qui nous entraîne dans sa demeure. C'est lui, dit-il, qui nous a fait demander chez son père dans la pensée que cette visite nous distrairait. Il m'interroge sur l'astronomie. Les Juifs lui ont rapporté que j'étais grand astronome. Je passe, paraît-il, mes nuits à regarder les étoiles. Ainsi, les Israélites continuent à m'espionner pour le compte des musulmans. Le 16 septembre, Sidi Edris me fait chercher de bonne heure. Il me remet d'abord 2 lettres recommandant Mardoché et moi aux Juifs de Casba Tadla et à ceux de Casba Beni Mellal. Signées des rabbins de Bou el-Djad, elles n'ont point été écrites de bonne volonté. Sidi Edris a fait venir les rabbins chez lui et leur a enjoint de signer les lettres sous ses yeux. Sidi Edris me donne ensuite un mot de recommandation pour un de ses amis qui habite Bézou, lieu où j'irai plus tard. Enfin, il compose sa lettre au ministre de France. Il me la lit avant de la fermer. Elle est conçue à peu près en ces termes. À l'ambassadeur du gouvernement français. Je t'apprends que 2 hommes de ton pays sont venus auprès de moi et que pour l'amour de toi, je leur ai fait le meilleur accueil et les ai conduits où ils ont voulu. Je recevrai de même tous ceux qui viendront de ta part. Les porteurs de cette lettre te donneront des informations plus complètes. Si tu veux me voir, fais-le savoir par le consul de France à Darbeïda. Je me rendrai aussitôt à Tanger. Sidi Edris signe cet écrit, le plie, le cachette de son sceau et me le confie en me recommandant le secret et la prudence. C'est sa tête qu'il risque si la lettre se perdait et tombait sous les yeux du sultan. Cette affaire terminée, Sidi Edris m'annonce que nous partirons le lendemain pour Casba Tadla. Non seulement il m'y conduira, mais il m'accompagnera jusqu'à Casba Beni Mellal, où je quitterai le Tadla. Je suis un frère à ses yeux, et il irait au bout du monde pour m'être agréable. Mais il ne peut supporter plus longtemps que je vive chez les Juifs de la ville, qui sont des sauvages. Il va faire chercher mes mules et mes bagages, et désormais je serai son hôte. 1 heure après, j'étais installé dans sa maison. À partir de ce moment, mes relations avec Sidi Edris prennent un nouveau caractère. Jusque-là, ses caresses excessives m'avaient laissé en défiance. Le don de la lettre pour le ministre de France était une telle marque de confiance que je ne pouvais plus douter de ses bonnes dispositions présentes. D'ailleurs, cette lettre expliquait ses avances en montrant qu'elles avaient pour cause le désir d'entrer en relation avec le gouvernement français. Sûr de Sidi Edris, j'eus dès lors avec lui les rapports qu'on a avec un ami. Je lui rendis confiance pour confiance, et comme s'il s'était mis entre mes mains, je me mis entre les siennes. Je lui dis sans restriction qui j'étais, qui était Mardoché, ce que je venais faire. Sa fidélité en augmenta. Il se confondit en regret de n'avoir pas su la vérité plus tôt. J'eusse logé chez lui dès le premier jour. J'y aurais travaillé, dessiné, fait mes observations à mon aise. Si je voulais retarder mon départ, il me conduirait visiter les koubas et les mosquées, mettrait à ma disposition la bibliothèque de la Zaouïa, qui est riche en ouvrages historiques, me promènerait dans les environs. Que ne ferait-il pas? Puis de m'offrir 100 choses, des vêtements musulmans, un esclave, comme j'avais trouvé gracieux le service fait chez Sidi Ben Daoud par de petites négresses, il m'en offre une. Dès mon arrivée, dit-il, mon visage lui a fait soupçonner que j'étais chrétien. Et les Israélites ont confirmé cette opinion. Que je prenne garde aux Juifs. Ce sont des gens sans foi, des coquins dont il faut se défier sans cesse. Ceux d'ici sont venus dès le lendemain de mon entrée, lui rapporter que je m'occupais d'astronomie, que je ne parlais pas leur langue, que je n'écrivais pas leur écriture, que je n'allais pas à la synagogue, enfin qu'ils me croyaient chrétien. Il leur a répondu qu'ils étaient des ânes et que les Juifs d'Alger et de France étaient différents des Juifs de ce pays. Le 17 septembre, Sidi Edris, Mardoché et moi quittions Bou el-Djad. Le 20, nous arrivions à Casba Beni Mellal.
Le 23, Sidi Idriss nous faisait ses adieux et reprenait le chemin de sa zaouïa. Je ne puis dire ce qu'il fut pour moi pendant les jours que nous voyageâmes ensemble. Durant les marches, il plaçait sa monture près de la mienne et me donnait des explications sur tout ce que nous parcourions, rencontrions, apercevions. Voulais-je dessiner ? Il s'arrêtait. De son propre mouvement, il choisit toujours les chemins les plus intéressants et non les plus courts. Nous arrêtions-nous dans un lieu, il me prenait par la main et me conduisait voir toutes les choses curieuses. Il faisait plus. Comme la demeure où il recevait l'hospitalité se remplissait, dès son arrivée, d'une foule venue pour lui baiser la main, ce grand marabout cachait dans ses larges vêtements une partie de mes instruments pendant que je portais l'autre et me menait en un lieu écarté faire mes observations. Là, il montait la garde auprès de moi pour empêcher qu'on me surprît. Que de courses nous fîmes ensemble aux environs de Casbah Benimelal. Je m'arrêtais pour dessiner, il s'asseyait à côté de moi, et sa conversation m'apprenait une foule de choses. Tout ce que je sais sur la zaouïa de Boueldjad, la famille de Sidi Ben Daoud, les populations du Tadla vient de lui. De lui sont presque tous les renseignements imprimés dans ce volume de la page 259 à la page 267, sur le bassin de l'Ouad Erebia. Lui encore dicta ce qu'on lit de la page 65 à la page 67 sur la campagne du sultan dans le Tadla en 1883. Il avait suivi l'expédition de Marrakech à Méris el Biod, comme représentant de Sidi Ben Daoud auprès de Moulay el Hassen. Au sujet des relations de sa famille avec le sultan, il me dit « Nous ne le craignons pas et il ne nous craint pas. Il ne peut pas nous faire de mal et nous ne pouvons lui en faire. » Lui ayant demandé si Moulay el Hassen était aimé, « Non, il est cupide et avare. » C'était mot pour mot ce qu'on m'avait dit à Fas. Sidi Idriss se promet d'aller me voir à Alger et en France et m'engage à retourner plus tard à Boueldjad. Que j'y revienne en turc, je m'installerai chez lui, nous y passerons de bonnes semaines et je voyagerai tant que je voudrai. Il me recommande la lettre qu'il m'a confiée. Si le sultan en avait connaissance, il me ferait couper la langue et la main. Je lui demande si son père Sidi Omar sait qu'il l'a écrite. Oui, c'est Sidi Omar qui l'a inspirée, et c'est lui qui a dit à son fils de se conduire avec moi comme il l'a fait. Mais le secret est resté entre Sidi Omar et Sidi Idriss. Ils ne s'en sont point ouverts à Sidi Ben Daoud parce qu'il est un peu vieux. Que ce pays serait riche si les Français le gouvernaient, me dit sans cesse mon compagnon, en contemplant les fertiles plaines qui s'étendent à nos pieds. Si les Français viennent ici, me feront-ils caïd ? Ajoute-t-il une fois. La croyance à une prochaine invasion des Français fut la cause de l'accueil que je trouvai à Boueldjad. Les marabouts me reçurent bien parce qu'ils me prirent pour un espion. Dans la plus grande partie du Maroc, on pense qu'avant peu la France s'emparera de l'empire de Moulay el Hassen. On se prépare à cet événement et les grands cherchent dès à présent à s'assurer notre faveur. Les caresses dont me combla la famille de Sidi Ben Daoud, les lettres dont on me chargea, sont une preuve de l'état des esprits chez les plus hauts personnages du Maroc. Cette domination française à laquelle on s'attend, la redoute-t-on ? Les grands seigneurs, les populations commerçantes, les groupes opprimés par le sultan ou par de puissants voisins la recevraient sans déplaisir. Elle représente pour eux un accroissement de richesses, l'établissement de chemins de fer, chose très souhaitée, la paix, la sécurité, enfin un gouvernement régulier et protecteur. 11 ans plus tard, Charles de Foucauld, devenu prêtre et voyageant dans le Sahara, devait recevoir à sa grande surprise la lettre suivante signée du jeune marabout devenu chef de la Zaouïa. Casablanca, le 16 août 1904. Je désire énormément avoir quelques nouvelles de votre part, car il y a longtemps que je ne suis pas au courant de vos bonnes nouvelles, chose qui m'intéresse beaucoup. Dernièrement, j'ai demandé sur vous monsieur le consul de France d'ici. Il m'a dit que vous vous trouvez à Jérusalem, dans la Terre sainte, à l'honnête service de Dieu, et que vous avez sacrifié votre temps à l'Éternel. Je vous félicite, et je suis bien certain que le monde ne vous intéresse plus, chose qui est l'essentiel,
à présent et à l'avenir. Veuillez avoir la bonté d'écrire à monsieur l'ambassadeur de France à Tanger pour lui montrer mon travail et mes efforts avec vous pendant votre séjour ici, pour que monsieur l'ambassadeur écrive à monsieur le consul de France pour qu'il lui montre ma fidélité avec vous. Je vous remercie infiniment d'avance en félicitant de nouveau le bon métier que vous obtenez. Votre serviteur dévoué pour toujours, Hadj Driss el-Cherkaoui. Boueljad, que j'étais avec vous dans le voyage de Kabyl Tadla. La lettre avait été adressée à l'officier Foukou et remise à Alger au commandant Lacroix, qui avait complété l'adresse. Quand il quitte Boueljad, Charles de Foucauld est donc escorté par un des petits-fils de Sidi Ben Daoud, et cela pendant tout le temps que les voyageurs passent dans le Tadla. On va toujours au sud et à travers des régions dangereuses. À l'occasion d'un séjour à Tikirt, il étudie les régimes politiques très différents des tribus qui habitent les pays indépendants au nord du Grand Atlas et au sud des montagnes. Dans les premières, le gouvernement est démocratique. Chaque fraction de tribu est gouvernée par une assemblée où chaque famille est représentée. En général, pas de loi, et si les fractions de la même tribu ne sont point du même avis, chacun suivra sa volonté ou son caprice, et le différend pourra parfois être tranché à coups de fusil. Au sud de l'Atlas, il y a bien aussi un certain État démocratique, mais les tribus ne sont pas toujours isolées, et entre elles, il y a des liens de seigneurie et de vasselage. Toutes les variétés de cette politique marocaine sont exposées dans la reconnaissance au Maroc, avec une abondance de détails et de nuances qui prouvent l'habileté de l'enquêteur et la richesse de ses carnets de notes. Un peu plus loin, il décrit les 3 chaînes de l'Atlas, le grand, le moyen et le petit. Après ces pages sévères, et lorsqu'il part de Tikirt pour aller à Tizint, le poète reparaît, toujours se surveillant lui-même, mais prenant plaisir à peindre en quelques lignes ces jardins des oasis et sous l'ombre des palmiers, la terre divisée en carrés, arrosée par une foule de canaux, couverte de maïs, de millet et de légumes. Ce sont des lieux de bonheur entre les plus sauvages, les plus pelés, les plus désolés des paysages. Il va jusqu'à écrire « Endroit charmant où il semble ne pouvoir exister que des heureux ». C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucauld de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.